Mon prochain invité est un des représentants les plus respectés de la communauté musulmane du Québec. Ce soir, il apporte avec lui un message d'ouverture et de rapprochement. Voici l'imam Omar Koné. Tout le monde tire sur son bord. Personne n'a jamais tort. Nous deux, c'est pas trop fort. Bonsoir, imam Omar Koné. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine dernière, vous devez le savoir, on devait recevoir l'imam Saïd Jaziri. Suite à l'annonce de sa venue à l'émission, on a reçu une centaine de courriels et de téléphones de musulmans qui vivent au Québec et qui disaient que les propos et le comportement public de l'imam Jaziri donnaient une très mauvaise image de leur communauté, qu'ils étaient très déçus qu'on lui donne la parole. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas représentatif de la communauté musulmane? Parce que c'est une communauté qui est multiple, qui est très étendue, qui est variée de son origine, de son doctrinal. C'est une communauté également qui n'est pas toujours religieuse, donc qui ne se reconnaît pas forcément dans un individu unique, notamment lorsqu'il est un peu controversé sur la scène publique. Lorsque le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a décidé de remettre en question le statut de réfugié de Saïd Jaziri parce que ce dernier avait omis d'informer les autorités canadiennes de l'existence d'un casier judiciaire en France, vous avez affirmé qu'il était victime d'une injustice. Et là, l'imam Jaziri a été arrêté lundi passé, il sera déporté demain lundi, selon les plus récentes informations qu'on a eues. Est-ce que c'est encore une injustice selon vous? Une injustice, non. C'est c'est la procédure normale des procédures d'immigration. Je ne pense pas qu'il y ait dans ce cas-ci quelque chose de différent des autres cas. Ce serait trop dire. Mais le fait que l'imam Jaziri est une personnalité publique, peut-être qu'on a l'impression que c'est lié notamment à cette popularité-là, mais je ne penserai pas. Saïd Jaziri refuse qu'on boive du vin en sa présence. Vous, est-ce que ça vous dérange? Mais absolument pas. Ce n'est pas moi qui le consomme. Pourquoi les musulmans pratiquants ne peuvent pas boire d'alcool? Tout simplement pour tous les maux que ça peut engendrer au niveau social, toute la dégradation caractérielle, mais les méfaits que ça peut avoir sur la santé, mais également la lourdeur que ça attribue à la méditation. Donc c'est pour éliminer ça que selon les principes religieux, l'islam s'est vu interdire l'alcool. Mais c'est également pour enseigner aux humains que la notion de paradis n'est pas toujours immédiate. Parce qu'il y a un paradis de l'au-delà, il y a une délectation de la présence du divin, et se renfermer souvent dans des paradis artificiels débalance un petit peu cette projection que l'on peut faire pour s'élever. Donc, boire du vin, c'est toucher un peu au paradis? Oui, absolument, puisque dans la description du paradis, on parle notamment de l'abondance de vin qui sera servi aux croyants qui y arriveront. Mais boire du vin de façon ésotérique, pas dans la pratique. Vous pensez quoi des musulmans qui boivent en cachette? Mais ils sont humains d'abord, donc c'est leur droit le plus absolu, ils en sont responsables devant Dieu. En islam, il n'y a pas d'obligation. Je ne peux pas forcer mon voisin à quoi que ce soit, c'est son libre choix. Et je ne peux pas être juge non plus. Quand l'imam Jaziri affirmait à l'émission de Luc Merville que l'homosexualité était un péché, que le Parti québécois avait perdu les dernières élections à cause d'André Boisclair, un homosexuel, êtes-vous de ceux qui condamnent l'homosexualité? Condamner, non. La tradition musulmane considère en effet que c'est un péché, donc j'adhère peut-être à cette pensée-là, mais je ne suis pas condamnateur. La condamnation et le jugement revient au Seigneur. Les humains sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'avoir les comportements. Est-ce que vous pensez qu'on fait un choix quand on est homosexuel? Pour savoir ce qui est du choix et ce qui est inné... Moi, je peux vous dire que non, j'en suis un. Non. Oui, mais c'est un mystère pour savoir ce qui est du choix et ce qui est inné. Et je ne vous jugerai pas là-dessus, bien entendu. Et parfois, ça peut être un choix, bien entendu. Parfois, ça peut être une tendance innée. Ça serait beaucoup plus simple de ne pas être gay, parce que c'est compliqué d'être homosexuel. C'est compliqué. Je n'en disconviens pas. Dans toutes les sociétés, ça a toujours été compliqué. Surtout que la majeure partie des sociétés occidentales proviennent d'un bagage judéo-chrétien, donc qui également a proscrit l'homosexualité. Alors je n'en disconviens pas. Ça existe même chez les animaux?
Oui, Vous avez bien vu Max entendu. Drôle, parlait d'un wapiti qui choisissait toujours les mâles, même s'il amenait des femelles. Mais on trouve tout ça dans les nouvelles insolites. Vous avez toujours des animaux qui sont toujours intéressés par le même sexe. Vous avez des phénomènes dans la nature. Donc, ça bien existe entendu. chez les animaux. Oui, mais l'humain est considéré comme un animal Oui. dans sa forme physique, mais quand même avec un esprit, et donc une créature un petit peu différente, un petit peu plus Il évoluée. n'y a aucun homosexuel chez les musulmans? Ah si, il devrait y en avoir, comme partout. Oui. Vous êtes un beau monsieur. Deux préjugés qui ont la vie dure au Québec. Tous les Arabes sont musulmans, vrai ou faux? Faux, Tous les musulmans sont pratiquants, vrai ou faux? faux. Est-ce que le 11 septembre a changé la perception des gens? Est-ce qu'il y a après le 11 septembre puis avant? Oui, absolument. Absolument. Avant le 11 septembre, j'allais fréquemment aux États-Unis. J'ai dû y aller une 30 ou 40 fois. Après le 11 septembre, je passais 2, 3, 4, 5 heures à la douane. Oui. À devoir attendre, à devoir sourire, bien entendu. Profilage. Il y a du profilage, mais c'est une réalité. On ne peut pas nier qu'il y a eu un 11 septembre, Non. que des musulmans ont été impliqués d'une façon ou d'une autre, et que cela a créé un ressentiment généralisé, un resserrement de la sécurité, de tout ce qui s'ensuit. Il y a un message à passer ici, là, et je pense que Guillaume doit vous féliciter aujourd'hui parce que l'imam Omar est quelqu'un d'extrêmement modéré, mais il représente bien sa communauté. Et moi, j'ai été nommé ministre après les événements du 11 septembre, ministre de l'Immigration. Et ce qui est essentiel et important à passer comme message, c'est que c'est pas vrai qu'un terroriste est musulman. Le terrorisme n'a rien à voir avec la religion, la race ou la nationalité. Et ça, c'est important de le faire. Puis aujourd'hui, je pense que vous contribuez énormément à rassembler les gens. Alors, félicitations pour ça. Je vous trouve jeune comme imam. Je veux savoir comment se fait. Ben, ça me surprend de Les autres, voir... nos curés sont plus vieux que ça. Hein? Moi. Non, mais je vous trouve très jeune pour avoir cette sagesse-là. Puis c'est quoi qu'il faut faire comme, justement, comme... mettons que j'applique, là, mais ça marche. Non, mais Lise, il y a 108 ans, mais il y a une belle peau. OK. Est-ce que c'est indiscret de savoir votre âge? Oui. 36 ans. 36 ans. Ah, c'est jeune. Mais ouais. C'est un petit garçon. Mais comment on devient imam? Oui, parce que Omar Jaziri, lui, s'est autoproclamé imam. Mais comment on devient imam normalement? Il y a différentes façons, dépendamment où est-ce que vous vous trouvez. Si vous êtes dans un pays musulman qui est bien administré, avec le religieux encadré par l'État, comme par exemple la Turquie ou maintenant l'Algérie ou le Maroc, vous devez donc être accrédité par l'État pour pouvoir avoir cette fonction-là, et vous devez suivre un cours. Ici en Occident, c'est un petit peu différent parce qu'aucun cadre ne régit ça. Donc vous pouvez avoir des gens autoproclamés, vous pouvez avoir des gens invités par une communauté, vous pouvez avoir des gens parachutés par certaines organisations. Il y a à la base une formation à avoir, donc on peut suivre des écoles ou on peut tout simplement suivre des enseignants.